Mesdames, Messieurs, chers abonnés, bienvenue dans le tout premier numéro de Point de vue, l'émission qui vous offre un éclairage sur l'actualité politique, économique, sociale et culturelle d'ici et d'ailleurs. Pour ce premier numéro, nous allons explorer plusieurs sujets qui alimentent actuellement le débat public. Il s'agit notamment de la rencontre du Premier ministre Abdoulaye Maïga avec la presse qui a eu lieu ce jeudi à la Maison de la Presse pour discuter des relations entre le gouvernement et les médias. Le deuxième sujet va porter sur la crise énergétique avec des propositions de solutions qui suscitent déjà des divergences et interrogations. Et le troisième point va porter sur le dernier rapport de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, qui soulève également des inquiétudes concernant la baisse des déclarations de biens ces dernières années. Et enfin, à l'international, nous allons parler de la Syrie et de la fin du régime de la famille Al-Assad avec la prise du pouvoir par les islamistes. Pour analyser ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir deux de nos confrères. Il s'agit de Ami Baba Sissé, directeur de publication du journal Le Figaro et promoteur de Radio Sahel. Le second invité, Aboubakar Yalkoué, directeur de publication du journal Le Pays. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par la rencontre entre le Premier ministre et la presse. La rencontre a eu lieu jeudi à la Maison de la Presse. Ami Baba Sissé, vous étiez sur place. Dites-nous globalement quelle impression vous avez eue et comment vous appréciez cette démarche du Premier ministre. Bon, je pense que c'est d'abord une marque de respect, disons, et une marque de respect à l'endroit de la presse, parce que je sais que le Premier ministre avait un agenda très chargé. Malgré cela, c'est notre rencontre qui était au début de son calendrier de la journée. Ça, c'est important. L'impression que j'ai eue, c'est qu'il a voulu d'abord, comme les autres forces vives de la nation, nous expliquer un certain nombre de choses et nous faire comprendre que nous avons un rôle et une mission à jouer. Sauf qu'un rôle et une mission, c'est aussi avec les moyens. Ça, notre président n'a pas manqué de lui rappeler ça, parce que la presse aujourd'hui est totalement à terre, il faut se le dire. Nous-mêmes, nous savons comment est-ce que nous vivons, nos organes, l'environnement, mais surtout, l'indifférence totale de l'État. C'est vrai que son prédécesseur n'a pas tellement voulu s'intéresser à la presse, lui qui est un homme politique, je ne sais pas pour quelle raison, mais lui, en tant que militaire, il est venu, il a dit qu'il a compris. En tant que militaire, il n'a pas pris d'engagement clair. C'est de la prudence. En tout cas, moi, j'ai aimé le fait qu'il est venu, mais il est sorti. Nous ne sentons pas que vraiment quelque chose va changer ouvertement, sauf s'il arrive à nous surprendre. Alors, nous savons que la presse est surtout préoccupée sur les questions de liberté. Est-ce que concrètement sur ce point, il a fait des déclarations, il a donné des mesures concrètes pour garantir cette liberté de la presse? Il a rappelé que nous sommes en démocratie. Et cela sous-entend que la presse doit fonctionner normalement et correctement. Sauf que dans les faits, ce n'est pas tout à fait le cas. On a évoqué avec lui le cas de Djoliba, qui est le cas emblématique aujourd'hui. Mais dans la presse, les confrères, bon, je dirais, certains confrères aujourd'hui ont peur ou bien sont un peu gênés, on fait de l'autocensure. Donc cet environnement n'est pas du tout rassurant. Et le président de la Maison de la Presse a rappelé, c'est d'ailleurs la formule que le président a rappelé 3 fois, comme lui-même en tant que ministre, il le fait d'habitude, pour lui dire voici ce qu'on veut. On veut que la presse travaille dans un environnement tranquille. Moi, en tant que journaliste, il faut que quand je dénonce, quand je révèle, que je ne sois pas inquiété par des forces obscures, des gens non identifiés qui viennent souvent là enlever des confrères et les amener ailleurs. Ça, il faut que ça soit banni. Il n'a pas clairement répondu à ça, mais je pense quand même que ça explique qu'on a des problèmes et Dante n'a pas manqué de lui dire ça. Alors, Boubacar Yalkoué, il y a Ami Baba qui parle de cette situation de peur qui est là. Mais est-ce que vous pensez que cette occasion a été saisie par les acteurs de la presse pour exposer les vrais problèmes auxquels le métier est confronté aujourd'hui? Oui, effectivement, j'ai parcouru le discours du président de la Maison de la Presse et je pense que les grands problèmes
qui assaillent aujourd'hui la profession. Il les a tous abordés dans son discours. Et notamment, ABC l'a rappelé, la question de la précarité, surtout cette question de l'aide à la presse, nos textes aussi, qui sont toujours sur la table des autorités. En souffrance à la Voilà, en souffrance à la, voilà, effectivement. Et puis aussi, cette question très sensible aussi du Doliba TV qui alimente les débats depuis quelques semaines. Et je pense bien qu'à ce niveau, moi, j'ai quand même retenu quelques faits qui font que je suis resté sur ma faim, des deux côtés. Et la première, le premier cas, c'est le fait que moi, j'ai vu le président de la Maison de la Presse présenter ses excuses aux autorités burkinabées. Honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié, parce que je pense que nous sommes, c'est-à-dire que dans notre mission de préserver les acquis démocratiques. Les principes sont les principes. Ce que le Burkina nous a fait, les autorités burkinabées, il y a un journal là-bas qui a manqué du respect à nos autorités. Ce journal n'a pas présenté d'excuses. Pourquoi à nous de présenter les excuses? Bon, quelqu'un qui insulte ton père, il n'a pas respecté ton père, ben, tu n'es pas aussi obligé d'avoir du respect quand même envers son père. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. À ce niveau, honnêtement, je ne suis pas d'avis. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que le président de la Maison de la Presse aussi est dans son rôle, dans la mesure où il essaye d'apaiser un peu les tensions, c'est un niveau trouver un dénouement? C'est un niveau politique, je peux le comprendre, c'est un niveau politique. Certainement, il a peut-être eu des assurances quelque part. Certainement, il a pris langue avec des personnalités du pays, peut-être qui l'ont vraiment rassuré. C'est possible. Mais moi, à mon entendement, parce que moi, je suis une logique. Nous avons fait une première rencontre à la Maison de la Presse qui a été sanctionnée par un communiqué qui a c'est-à-dire que retenu 2 points. Le premier point, c'était de dépêcher une commission qui est partie à la rencontre de la HAC afin de voir quelle formule pour nous trouver pour un dénouement heureux. À défaut vraiment de ce dénouement-là, le deuxième élément, c'était vraiment de publier l'élément incriminé. C'est ce qu'on avait décidé. Et contre toute attente, si on vient apprendre que nous, on décide publiquement de présenter nos excuses aux autorités burkinabées, en tout cas, ce n'est vraiment pas mon avis et je n'ai pas du tout apprécié. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Maintenant, secondo aussi, c'est le cas du Premier ministre, ABC l'a si bien dit. Bon, le militaire, c'est le militaire, parce qu'ils ne disent pas les choses directement. Mais vu ses réponses par rapport aux différentes préoccupations soulignées par le président de la Maison de la Presse, moi j'aurais voulu franchement dire qu'il donne des assurances. Qu'il donne des assurances parce qu'on vient de sortir d'une situation avec Choguel Kokala Maïga. Nous avons tout fait. Malheureusement, nos conditions n'ont pas vraiment amélioré. N'ont pas été améliorées. Donc maintenant, je me dis qu'avec lui, et surtout on se rappelle au moment où il a assuré l'intérim, le fait même que notre dossier par rapport au texte a bougé positivement, je pense que c'était au moment où il assurait l'intérim. Et quand Choguel est revenu, il a bloqué le dossier. On a tous des informations par rapport à ça. Donc maintenant, en tout cas, on va le regarder à l'œuvre et on ose vraiment espérer que la situation va aller de mieux en mieux pour que nous puissions quand même sortir de cette précarité. Parce que une transition, je pense que sa béquille ou bien sa poutre principale, ça doit être les médias. Voilà. Bon, il faudrait vraiment qu'ils aient un œil regardant vis-à-vis quand même de cette profession qui se met à petit feu. Mais est-ce qu'au-delà de tout ça, on peut dire que cette rencontre marque un tournant dans la relation entre le gouvernement et les médias? Bien évidemment, parce que je crois qu'il y avait une crise qui ne dit pas son nom qui était là. Tout le monde a suivi, même à travers les réseaux sociaux, à travers même la personne du président de la Maison de la Presse. Je pense qu'il y a eu une prise de bec entre lui et des chargés de mission qui étaient au niveau de la primature, au temps de Choguel, par rapport à plusieurs situations. Et on sait pertinemment également que bien avant ça, il y a eu un précédent fâché par rapport à l'affaire de la haute autorité de communication, parce que celui qui devait représenter la presse écrite là-bas, contre toute attente, il a été enlevé de la liste. Et nous, on a soupçonné Choguel et en tout cas ses collaborateurs d'être à la base de cela. Et ce soupçon-là demeure. Donc, ce qui a fait qu'il y a quand même ce climat délétère qui était là entre nous, jusqu'au départ de Choguel, ce climat était là, on a tout fait. Et même, je crois que aux dernières nouvelles, il avait reçu une association des radios à la primature, rencontre à l'issue de laquelle il a dit beaucoup de choses là-bas, même par rapport à cette question de l'aide à la presse. Or, nous savons tous qu'il avait demandé le rapport confidentiel, un rapport. Il a demandé l'audit a été fait et le rapport a été envoyé. Nous sommes tous au courant de ça.
Mais si, devant ses responsables de médias, il dit non, bon, il a demandé, ça n'a pas été justifié, c'est rentré. Honnêtement, c'est quand même déplorable. Et nous osons espérer quand même qu'avec le nouveau Premier ministre, que franchement, nos doléances qui ont été présentées, qu'il puisse vraiment les prendre à bras le corps et faire en sorte que la presse quand même puisse quand même retrouver quand même sa visibilité d'antan. D'accord, et vous l'avez évoqué, hein, Baba Cissé, l'affaire Djoliba TV qui reste une épine, hein, au pied et de la démocratie et de ce régime en place également, parce que la haute autorité de la communication a décidé de retirer la licence de cette chaîne. Mais entre-temps, il y a quand même une commission ad hoc qui avait été mise en place au niveau de la Maison de la Presse pour poursuivre les négociations. Est-ce qu'il y a des indiscrétions qui fuitent au niveau de cette commission qui augurent de bons résultats en termes d'entente pour un dénouement heureux? Non, moi je pense que dans toute situation, il faut voir l'évolution. C'est vrai que la Maison de la Presse, à travers toutes les fêtières, on s'était réunis pour prendre deux résolutions fortes. La première, c'était de lancer une médiation. La seconde, c'était de jouer l'élément incriminé. Mais on est au niveau de la première étape. C'est vrai, Yalkoué n'est pas tellement d'accord avec la méthode du président. Dante a présenté les excuses au nom de la Maison de la Presse et non au nom de Djoliba. Ça, c'est un premier aspect. Et moi, je pense que hier, j'ai interviewé le président de la HAC qui lui-même il a dit que le retrait de l'autorisation est une mesure extrême. C'est lui-même qui le dit. Cela veut dire qu'il reconnaît lui-même et ses collaborateurs avoir aussi fauté en quelque sorte. Mais il a fallu que nous-mêmes, on se mobilise comme ça. Parce que même cette médiation, c'est une sorte de mobilisation. La presse a tapé du poing sur la table. C'est toujours bien qu'on arrive à gérer quand on fait un plan A et B. Si le A marche, c'est toujours mieux de ne pas arriver au B. Je crois qu'après tout ce qui se passe, le Premier ministre même était content. Et moi, je l'ai dit, c'est politique. Donc, quand c'est politique, il faut qu'on passe par ces petits canons aussi pour que ça puisse être géré. C'est une dynamique. Aujourd'hui, Djoliba est fermé. Personne n'a le pouvoir d'aller l'ouvrir sans l'autorisation de la HAC. Donc, il faut qu'on accepte souvent avaler des couleuvres. On est dans une transition, même pendant les moments démocratiques, on a souffert. Mais je sais qu'on va rebondir. La presse va rebondir. Aujourd'hui, c'est des familles qu'on veut sauver. Surtout, c'est des familles qu'on veut sauver. Si Djoliba, c'était un ou bien deux travail, peut-être que ça n'allait pas être la même chose. C'est vrai qu'on n'est pas... Je l'ai dit, même le Mali a été humilié à un moment donné par des groupes, des petits groupes crépuscules. Donc aujourd'hui, il faut qu'on accepte de sortir de ça. Je sais qu'il n'est pas totalement d'accord parce que je l'ai dit, il fait partie de l'aile de la presse. L'aile de la presse. Il fait partie des radicaux. Des radicaux. Mais je le comprends. Moi-même, je ne suis pas loin de lui. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, on n'a pas une autre option. Acceptons cette médiation. On est africain, on est au Mali. Le reste, on va gérer ça après. Mais est-ce qu'après tout, ça ne reste pas un signe inquiétant pour la liberté de la presse dans le pays? Non, je pense que les autres médias fonctionnent correctement. Comme on l'a dit, c'est le cas de Djoliba qui est là. Sinon, il n'y a pas un autre média qui a été fermé. Il n'y a pas un journaliste qui est emprisonné. Et pour ça, on doit encore... Seulement, en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à travailler convenablement. On souffre, il a parlé de précarité. C'est ça notre principal problème. Sinon, je pense qu'on est aussi courageux pour dire le fait de ne pas travailler convenablement, est-ce qu'il y a une contrainte vis-à-vis des autorités ou c'est le contexte? Non, je pense qu'il y a la crise globale du pays qui est là. En même temps, on a parlé de ça depuis que ces militaires sont là. Ils n'ont même pas voulu regarder vers la presse. C'est pourquoi je suis toujours méfiant et dubitatif de ce qu'ils vont nous proposer. Ils sont venus nous voir, on a expliqué nos problèmes. On attend s'ils vont faire comme l'ancien PM ou bien s'ils vont vraiment faire des petits efforts. Mais quand même, moi, je pense que l'environnement, il faut qu'on se tienne toujours à bout de bras. Le peu de courage qu'on a, qu'on conserve ça et qu'on accepte en tant que journaliste d'être sur les plateaux. Parce que je l'ai dit, on a abandonné les plateaux et puis des tout venants sont venus, des imposteurs sont venus pour faire et véhiculer toutes sortes d'analyses. Et là, c'est inquiétant. Il faut que nous-mêmes, on soit responsables et qu'on accepte de faire le débat et qu'on accepte aussi inviter les autres à faire le débat. Alors, Boubacar Yalkoué, pour sortir de ce débat en ce qui concerne la haute autorité de la communication, pensez-vous qu'elle joue un rôle positif dans la régulation des médias ou au contraire qu'elle pourrait constituer une menace pour la liberté et l'indépendance de la presse? Oui, moi je pense qu'elle fait tout sauf la mission régalienne qui lui est assignée, pour la simple raison que ce n'est pas la première fois qu'on a des soucis avec la haute autorité de la communication sur cette transition.
il y a eu le cas des partis politiques. Et je crois que en ce moment-là aussi, on a quand même utilisé la méthode forte aussi pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas nous empêcher, en tout cas, de couvrir les activités des partis politiques. Ce n'est pas, s'ils leur disent de ne pas, ils prennent une décision pour que toutes les manifestations politiques, les activités politiques cessent ou s'arrêtent. Maintenant, ça a eu de veiller sur le respect de cette décision politique ou de cette décision des autorités. Mais si nous, en tant que... le public a droit à l'information. Et nous, les journalistes, doivent aller à l'information pour la mettre à la disposition du public. Donc, on ne peut pas nous interdire de faire cela. C'est reconnu par la Constitution. Donc, ce qui fait que, après ce cas, et voir éventuellement aussi ABC l'a si bien dit, le fait aussi de prendre cette mesure extrême contre Djoliba, je pense qu'honnêtement, ils sont allés très très loin. Et quand on regarde aussi également les textes aussi qui régissent la haute autorité de communication, je pense que les différents degrés de sanctions sont là. Ouais. Ils pouvaient utiliser d'autres degrés. On pouvait comprendre en ce moment, on allait se retrouver autour d'une table pour négocier et puis sortir vraiment de cette situation-là. Mais de là à prendre la décision du retrait de la licence, on a dit vraiment c'est un peu de trop. Même avec RFI, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Donc on a dit, raison pour laquelle nous avons dit, franchement, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous allons continuer à nous battre. Ce que le président de la Maison de la Presse a fait, je le comprends parfaitement. Peut-être il y a des enjeux politiques, des enjeux stratégiques qui sont là. Mais nous, à notre niveau, moi, je suis le président d'un syndicat. Et tout le monde connaît la mission d'un syndicat. En tout cas, nous, on ne se laissera pas faire. On va toujours continuer à se battre. Et pas question quand même, nous, personnellement, à notre niveau, de présenter des excuses à qui que ce soit. D'accord. Après avoir abordé la question de la presse, intéressons-nous maintenant à la crise énergétique qui impacte le quotidien des citoyens et l'économie du pays. Alors, on sait, face à cette crise énergétique persistante, des propositions ont été avancées pour recourir à l'approvisionnement en électricité des pays voisins, mais cette option est-elle réellement viable à long terme et quels sont les défis liés à cette solution? Et je me tourne vers vous au regard du contexte. Et quand on parle de pays voisins, on pense automatiquement à la Côte d'Ivoire. Il y a le nom du Ghana aussi qui sort. Mais est-ce qu'au regard du contexte actuel et surtout de cette crise qui pèse entre les deux pays, cette option est jouable, c'est-à-dire faire recours à la Côte d'Ivoire pour avoir de l'électricité? Donc moi, je ne sais pas pourquoi cette question se pose. Vous savez, nous sommes en termes de relations commerciales entre l'EDM et puis la CIE. Je pense que c'est un contrat qui les lie. Dans notre société, au Mali par exemple, lorsque vous devez à quelqu'un, on dit que vous avez une corde au cou. Je pense que si on parle de souveraineté, de dignité et d'honneur, la première des choses, d'abord, il faut effacer l'ardoise de ce pays frère-là. On peut parler d'égal à égal. Maintenant, le nouveau Premier ministre est venu, c'est lui-même qui a dit la première fois au travail de l'EDM, la solution, c'est avec vous. Ça ne se réglera pas sans vous. Faites-moi des propositions. Si ces agents sortent et qu'eux-mêmes fassent une proposition, je pense que lui, en tant que PM, ne devrait même pas discuter ça. Parce que ce sont ces gens qui connaissent le problème. Et je ne vois pas, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui viennent de la Côte d'Ivoire que nous consommons ici. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher de l'électricité ici, vu ce qui est en train de se faire? Nous sommes tous en train d'en pâtir à cause de ce problème d'électricité. Si les solutions étaient à l'interne, cette question ne se poserait pas. Je pense qu'il faut avoir plus de responsabilités. Le Burkina, c'est le seul pays avec lequel le Mali a fait 2 guerres. Mais pourtant, on est dans une alliance aujourd'hui. Je pense que souvent, il faut savoir dépasser les contingences, les crises diplomatiques, les crises d'humeur et qu'on prenne la réalité en face. Moi, je pense que les autorités ne doivent même pas se poser cette question. S'ils veulent aller même en Afrique du Sud, qu'ils aillent chercher l'électricité. Mais les Maliens ont besoin de ça. C'est le discours que l'opinion tient. Hein. Ce n'est pas moi mon discours. Sinon, si ça n'en tient qu'à moi, là, je pense que l'affaire de l'électricité, moi, j'ai en partie une solution chez moi. Mais on est des citoyens, on écoute l'opinion. Les gens qui les soutenaient, eux-mêmes ne les soutiennent plus à cause de cette affaire d'électricité. Donc, c'est un enjeu plus grave que la sécurité dont ils sont en train de parler. Trouver la solution à ça. Et je pense que les installations même qui sont faites pour l'interconnexion, là, c'est de l'argent que l'État du Mali a mis là-dedans. Il suffit seulement de brancher et que le problème soit résolu en partie. Est-ce que dans la durée, Boubacar Yacoubé, cette solution est tenable?
faire recours à un pays voisin pour avoir de l'électricité. Et autant donné que la consommation énergétique augmente aussi avec les usines et autres que nous mettons en place. Oui, moi je pense que on est arrivé à l'évidence que c'est l'unique alternative qu'il faut exploiter, pour la simple raison que le partenariat avait été rompu dans ce sens, et tout le monde pensait que dans un laps de temps, comme des responsables au niveau du gouvernement avaient rassuré les populations que dans un bref délai, ils allaient trouver une solution par rapport à cette crise énergétique. Mais nous avons vu qu'au fur et à mesure qu'on avançait, la situation vraiment s'empirait. Et quand on regarde le contexte aujourd'hui, on fait une évaluation de la situation, c'est pire. Et avec l'arrivée du journal de division Ablaye Maïga à la tête de la primature, je pense que cette posture, elle est rationnelle. Pour la simple raison qu'à un moment donné, les travers de l'EDM avaient été jetés à la pâture parce que tout le monde disait qu'ils sont responsables de la situation. Mais en quelques mois ou bien en un an, le fait de revenir encore vers eux pour dire que bon, vraiment, faites des propositions, c'est comme si déjà on rétablissait leur honneur. Et ils ont fait aussi des propositions qui, à mon entendement, sont rationnelles pour la simple raison que nous avons vu les conséquences de cette crise énergétique-là sur le quotidien du Malien. Nous qui sommes des entrepreneurs, ce que cela nous a coûté, Dieu seul le sait. Par-delà également, dans d'autres secteurs, nous savons que les gens ont d'énormes soucis aujourd'hui, et même par-delà. L'une des conséquences aussi également, je pense que les frappes des djihadistes au niveau de Bamako, en quelque partie, cette question quand même des coupures d'électricité a joué un grand rôle. Parce que le fait vraiment de pouvoir traverser pratiquement tout Bamako pour arriver au niveau de l'école de gendarmerie, surprendre les gens, partir à l'aéroport, vous voyez un peu l'obscurité sur ce voile, effectivement. Donc il faudrait vraiment qu'ils trouvent rapidement une solution par rapport à ça. Et même par-delà, ce qui est plus inquiétant, certes, la lutte contre le terrorisme, le djihadisme, c'est une priorité. Et ces autorités sont là pour ça. Je pense que c'était l'une des raisons fondamentales de la chute du régime d'Ibeka. Mais il est bon de faire la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme, mais quand on oublie l'économie du pays aussi, mais ça devient un problème. Si l'économie chute, il n'y a rien à faire, les gens n'ont rien à faire, et que vous finissez avec la guerre. Maintenant, ces volets-là, l'économie, c'est... En tout cas, on s'investit dans la durée pour avoir une stabilité, c'est dans la durée. Voilà, effectivement, donc on a ces soucis. Voilà, on a ces soucis aujourd'hui, donc il va falloir vraiment qu'ils prennent cette situation-là à bras le corps. Ça doit être aussi une des priorités du nouveau Premier ministre, et que dans un bref délai, vraiment, qu'il nous donne des propositions concrètes. Ami Baba Cissé, on a eu l'impression à un moment donné que les vrais acteurs avaient été dessaisis de ce dossier. Et le Premier ministre sortant, Choguel Kokala Maïga, n'a pas manqué de le rappeler que le dossier énergie du Mali était géré au niveau de la présidence. Oui, mais ça c'est évident. Le dossier est géré au niveau de la présidence parce qu'on a vu plusieurs partenaires qui géraient l'électricité, qui sont censés même installer des centrales, se faire recevoir à Koulba. Donc ça c'est clair. Le président de la transition est parti faire l'inauguration à Sanokoroba d'une centrale nucléaire. D'après les informations que j'ai, même comment on appelle ça là, les tôles qu'on a mis pour clôturer la zone, des citoyens sont en train de les voler. Rien n'a bougé là-bas depuis que ça a été dit. Donc il y a eu un certain nombre de choses, comme il l'a dit aussi, la ministre de l'époque qui est venue à accuser les fournisseurs d'être des détourneurs du carburant, les agents, il dit que voilà, elle est rentrée dans la vie privée des gens. C'est pourquoi les agents, en quelque sorte, ont voulu montrer à cette ministre que sans nous, ça ne va pas aboutir. Ça a été catastrophique avec elle quand même. Maintenant, depuis que le PM est là, au moins... On sent que les choses bougent. Bon, ce n'est pas que les choses bougent, mais quand l'électricité vient, ça peut être 6 heures, 7 heures, en quelque sorte. Ce n'est pas ce que moi je veux. Moi, j'ai dit l'amélioration, c'est qu'au temps de Ibeka, si on avait l'électricité pendant 20 heures, l'amélioration, c'est que ces gens arrivent à nous donner ça pendant 22 heures. C'est ça l'amélioration. Ce n'est pas que vous avez totalement fait chuter l'EDM, l'électricité, aujourd'hui, c'est une joie quand on voit l'électricité. Quand vous l'avez, vous vous dites à quel moment ça va partir. Et quand vous ne l'avez pas, vous vous dites, bon, de toutes les façons, ça va venir. Et comme il a dit, la nuit, c'est l'obscurité, la journée, les gens n'arrivent pas à travailler. Mais l'économie va forcément chuter. Et là, c'est inquiétant. Aujourd'hui, les fournisseurs qui sont là, c'est vrai, il y a le carburant. On a parlé du Niger, qui est tout près. Et ce chemin n'est même pas possible. Le Niger a connu des attaques juste avant-hier.
Donc la zone d'insécurité, comme il a dit, c'est une guerre définitive avec le terrorisme. Il faut qu'on trouve les moyens de faire réveiller ce partenariat. Et ça, c'est la diplomatie qui va gérer ça. Cette affaire avec la Côte d'Ivoire, ce n'est que la diplomatie. Sinon, une fois, quand la dame était là, il y a eu une délégation qui est bel et bien partie. Mais ils n'ont pas pu s'entendre. Pourquoi? Comme je l'ai dit, quand vous devez à quelqu'un, soit vous lui parlez bien, soit vous réglez sur son argent. Voilà. D'accord. À Bokar Yalkouye, il y a certains experts qui suggèrent qu'il faut investir davantage dans des solutions énergétiques internes pour réduire la dépendance. À votre avis, quelles alternatives locales peuvent être explorées pour sortir de cette crise énergétique? Parce que on sait que nous avons des barrages à notre niveau et des barrages qui souvent ne fonctionnent quasiment pas, alors que ces barrages peuvent fournir de l'électricité. Oui, effectivement, je pense que même il y a des membres du CNT qui l'avaient à un moment donné souligné. Je crois que c'est Sidibé de la Hassan Sidibé qui était parti, je pense, vers Sélégué. Tout à fait. Voilà, qui a donné beaucoup de détails par rapport à cela. Et puis même au-delà, on a vu à Fomba au niveau du CNT, par-delà même Ouattara, qui ont aussi donné des informations par rapport à ces choses-là qui sont vraiment bien. Et moi, je pense que ça, c'est des choses qui peuvent se faire dans la durée. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais aujourd'hui, la solution qui urge aujourd'hui, c'est de donner l'électricité aux populations. Et cela, je pense que n'est pas aussi possible sans qu'on ne retourne encore vers voilà, le partenaire quand même traditionnel dans ce secteur-là, qui est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays faire. Et avec cette situation, il y a eu un tendu entre nous, mais pratiquement, quand vous regardez, il y a combien de Maliens qui sont installés en Côte d'Ivoire? Il y en a plein. Eux, au moment où il y avait la crise en Côte d'Ivoire, le premier pays qui a accueilli les Ivoiriens, c'est aussi le Mali. Voilà, même les autorités l'ont reconnu et puis l'ont dit plusieurs fois, à plusieurs occasions. Et la mère de l'actuel président même était ici. Oui, effectivement, voilà, effectivement. Donc, mieux que ça, le pays le plus souverainiste de l'AES, moi je dirais que c'est le Burkina. Jusqu'à demain, le Burkina même est retourné pour encore demander plus de capacité à la côte, parce que le monsieur est en train d'installer des usines. Il faut être réaliste et puis savoir tirer son épingle du jeu. D'accord. Passons maintenant à un autre sujet important, celui du rapport de l'OCLEI remis au Premier ministre en début de semaine, qui soulève de vives inquiétudes sur la gestion des biens publics. Et pour ce premier sujet, je me tourne encore vers vous, Ali Baba Cissé. Le rapport de l'OCLEI montre une baisse significative des déclarations de biens ces dernières années. Quelles sont les raisons selon vous? Bon, on est dans une situation de désordre. Même en temps normal, c'est vrai que l'OCLEI, moi je pense que l'OCLEI, c'est même triste de voir que l'OCLEI arrive à faire un rapport qui fait trop parler. Parce que la corruption, ce n'est pas seulement ce que l'OCLEI est en train de faire. La corruption, c'est d'abord la prévention. C'est vrai que le Végal va sortir des rapports, l'OCLEI aussi va faire... Mais depuis la conception de la loi, ça a posé des problèmes. Parce qu'il y a des acteurs qui ont voulu échapper à cette loi. Le problème est que même s'il y a la loi, là, il y aura toujours des gens qui vont enfreindre à cette loi. Il y aura toujours des gens qui vont s'adonner à la corruption. Mais c'est inquiétant de voir que ceux qui sont venus lutter contre la corruption faire des rapports qui montrent que ça a augmenté. C'est comme l'année de Ibeka. Quand il dit l'année de lutte contre la corruption, ça a explosé. Et c'est la même chose. Les gens pensent qu'avec les militaires, jamais des gens ne prendront le courage de faire ces choses-là. Et pourtant, ça c'est juste quelques éléments que l'OCLEI a pu dénicher. Imaginez tout le reste de tout ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le dit, même pour aller chercher son argent au trésor, il y a des tracasseries qu'on vous traîne devant, qu'on vous jette à la figure. C'est un peu compliqué. Il faut que les citoyens arrivent à se formuler. Maintenant, les acteurs qui le font, on a parlé de digitalisation récemment pour lutter. Ce n'est pas ça. Même demain, là, allez-y voir dans la circulation. On vous parle de décision, mais jusqu'à demain, les gens donnent 500, les gens donnent 1000 francs. Ce n'est pas là la solution. Il faut une question de mentalité. Et puis, surtout, l'OCLEI, le Moumin Guindo et puis ses équipes, il y a le président de l'OCLEI. Nous, on voit les rapports de certaines structures, mais jamais, par exemple, au CNT, jamais à la présidence. Parce que quand on parle de déclaration de biens publics et qu'on dise que les ministres eux-mêmes qui ont pris les lois, le CNT qui a pris la loi, les ministres qui ont pris la loi, eux-mêmes ne sont pas partis se déclarer. Vous allez commencer à contrôler qui?
Vous devrez être les premiers à donner les exemples. Par exemple, moi, je pense que ça ne doit même pas être au niveau des fonctionnaires. Ça doit être tout le monde. Si demain, je vois Yalkou avec un V8 de 70 millions, je dois me poser des questions. Il a eu ça où? Même si c'est le président qui l'a donné, il faut que ça soit su. Au temps d'Ibeka, en fait, le chiffre a été quand même un peu nettement acceptable que sous cette transition. Or, quand on parle aussi de Mali Koura, il faut quand même montrer aussi le bon exemple. Et le bon exemple aussi, ça commence d'abord par ça. Et nous avons vu des pays de la sous-région, vous avez, par exemple, l'exemple du Sénégal, avec l'arrivée des nouvelles autorités, le président, il a quand même déclaré c'est bien, le premier ministre, etc., et toutes les autorités. Et c'est public. Voilà, oui, c'est public, effectivement. Voilà. Donc maintenant, je pense que chez nous, ici, si quand même c'est-à-dire qu'on épouse le principe, c'est-à-dire que de la transparence, on épouse le principe, c'est-à-dire que de lutte contre la corruption et tout, on doit quand même s'inscrire dans cette dynamique-là. Si on ne le fait pas, c'est quand même dommage. Et moi, je pense qu'à ce niveau, le président de la transition aussi doit être interpellé. Parce qu'il est quand même le garant, voilà, effectivement. Donc, il doit quand même donner quand même des dispositions ou bien des mesures, il doit donner des instructions pour que des mesures aussi fortes soient aussi prises par rapport à cela. Et pourtant, il s'est engagé à lutter de façon implacable contre la corruption. Mais au regard de la situation, quelle marge de manœuvre le président de la transition dispose pour que tout le monde soit dans la bonne voie? Non, moi je ne pense pas. Ça, c'est tout ce qui a été dit. C'est un discours politique. Ce n'est pas le président qui lutte contre la corruption. Il y a des gens dédiés pour ça. C'est les magistrats, c'est des structures de contrôle qui transmettent. C'est pourquoi je dénonce le fait qu'on prenne nos rapports et qu'on aille remettre au président. Il faut que lui-même il transmette. Ça, c'est pas normal. Dès que ça se fait, il transmet ce qu'il veut, ou bien, même s'il transmet, c'est lui qui donne des instructions. C'est comme on est en train de ça. Ça ne doit pas être normal. Là, on dit que, par exemple, je l'ai dit tout de suite, si on voit Yalkou avec un véhicule de 70 millions, automatiquement, on doit s'autosaisir. On essaie de comprendre, mais vous l'avez acquis comment? Vu que c'est un simple journaliste, un pauvre journaliste. Mais donc, ça ne doit pas se justifier en quelque sorte. Mais pourtant, demain, il peut être ministre quelque part, quelqu'un lui donne. Il y a des commerçants qui vous donnent quelque chose, il y a des amis qui vous donnent quelque chose. Ça, c'est dans le... Mais le président n'a pas à lutter. C'est pourquoi ça ne marche pas. Oui, mais non, quand vous regardez, le président a donné 7 milliards, on parlait d'EDEM tout de suite, il a donné 6 à 7 milliards pour aller payer des groupes. C'est de la corruption. La ministre même est sortie à l'ORTM pour le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Celui qui a posé l'acte, il a quitté le pays comme ça, discrètement ou ouvertement. Donc, ça, c'est de la corruption. Et jusqu'à demain, les gens qui ont été cités ont été mis en liberté. C'est ce que les gens ont toujours dénoncé pendant les régimes politiques qui sont passés. On dit chaque fois on donne la liberté provisoire, d'où le cas de Bakary Togola. Parce que les gens oublient que la liberté provisoire, c'est la loi. Moi, en tant que journaliste, je comprends. Mais les gens que vous avez accusés d'être les problèmes de tout, de corruption, c'est la même chose. Ça finit en queue de poisson. Donc le président ne lutte pas. C'est les magistrats. Ils ont arrêté des gens aujourd'hui, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a 5 ans, c'est les mêmes gens qui étaient là. Ils n'ont jamais voulu. Il faut qu'eux-mêmes s'assument. Et Boubacar Yalkoué, lutter contre la corruption, ça devient donc une mission impossible au Mali, selon vous? Oui, parce que je crois qu'il y a, c'est toute une chaîne aussi, hein. Et puis quelque part, il y a un relâchement et puis il y a aussi un manque de volonté, il faut qu'on se le dise. Et à ce niveau, je pense que ABC, je pense que comme je l'ai si bien dit, le président de la transition ou le président de la République, s'il donne des instructions, ces instructions doivent être suivies à la lettre. Si tel n'est pas le cas, oui, tu as parlé des magistrats. Par-delà, ça peut être donné à d'autres niveaux dans le cadre de la lutte contre la corruption. Non, mais il est quand même le premier responsable. Il y a une volonté politique quand même qui doit soutenir la démarche, effectivement, en encourageant les gens, les dossiers, par exemple, de 2019 à 2013. Quand le monsieur dit que les dossiers ont été transmis et ne sont pas jugés, ça c'est le président? Les magistrats faisaient quoi? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je pense que le clé a facilité une bonne partie du travail. Oui. Non, en fait, je pense que du moment où déjà même par rapport à cette magistrature, je pense qu'il est le premier responsable. S'il y a des manquements, c'est-à-dire que dans l'exercice de leur profession, il doit aussi sévir. C'est aussi simple que ça. On a transmis des dossiers qui n'ont pas été traités. Et le président, en ce moment-là, le fait que ça n'a pas été traité, ça se dit par-ci, par-là,
qui récolte les pots cassés, c'est le président. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le président qui lutte contre la corruption. C'est ce que j'ai dit. Il ne lutte pas contre la corruption, mais il garantit à ce qu'il n'y ait pas d'intouchable. Il ne peut pas. Oui, c'est ça en fait. C'est la question d'intouchable. Voilà. Non, il ne peut pas. Mais comment ça? Non, il ne peut pas. Quand les magistrats disent que... Mais nul n'est au-dessus de la loi. Ouais. Ils sont le président. Oui, oui. Mais il est le garant. S'il donne une mission à quelqu'un et que ce dernier ne le fait pas, mais... Moi, je ne souhaite pas que le président donne des instructions à des magistrats. Il peut donner des instructions au ministre. Non, en fait, si je dis des instructions, il y a des dossiers qui ont été transmis. Il faudrait quand même qu'ils les traitent là. Mais c'est aussi simple que ça. S'ils ne le font pas... Le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Voilà. Oui, en fait, si on vous donne 29 dossiers, or qu'on voit que même un seul dossier n'a pas été traité, disons-nous quand même la vérité. Ça interroge quand même. Voilà. Ça, c'est les magistrats. Nous allons aborder le dernier sujet qui parle de la Syrie avec la fin du régime de la famille Al-Assad. Après 50 ans, ils ont été renversés par des groupes islamistes. Mais en voyant cette situation qui se passe en Syrie, on se pose des questions étant du Sahel. Et selon vous, quelles sont les conséquences immédiates de ce changement de régime pour la région, notamment pour les pays du Sahel comme le Mali? Bon, c'est un peu compliqué parce que le monde est faux. Je le dis souvent, il faut qu'on sache tirer son épingle du jeu. La diplomatie internationale, ça se joue dans les coulisses des Nations Unies et comme on le dit, c'est toujours les puissances qui continuent à se partager le monde. Maintenant, la Syrie, c'est vrai que c'est un pays qui a encore une coalition internationale parce que depuis 2011, il y avait cette guerre contre l'État islamique. En même temps, il y avait quelques rebelles et puis quelques Kurdes aussi qui fatiguaient un peu la Turquie. C'est tout un ensemble qui était réuni. C'est devenu explosif à partir de 2013. Et puis là, Bachar al-Assad a eu le soutien de la Russie. La Russie qui est la seule puissance à avoir une base navale et une base aérienne dans le pays. Maintenant, comme on dit, les intérêts sont stratégiques. Avec la guerre entre Israël et puis le Hezbollah, l'Iran s'est un peu senti affaibli, les groupes du Hezbollah aussi. Et Israël a fait en sorte que, disons, la Turquie a fait en sorte que les rebelles puissent, parce que le président Erdogan l'a ouvertement réclamé et revendiqué. On sait qu'il a soutenu ces gens. Et imaginez, les rapports c'est quoi avec le Mali? Aujourd'hui, l'État islamique qui est là-bas, l'État islamique est au Mali. Il y a Al-Qaïda qui est au Mali avec les IAD. On a aussi des groupes indépendantistes qu'on considère comme des rebelles. On considère qu'ils ont des parrains. Le gouvernement même a demi-mot cité l'Algérie, en quelque sorte on a cité la Mauritanie, d'autres ont cité d'autres partenaires, supposons que c'est les Occidentaux qui sont derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les soutiennent, ces gens aussi. Donc c'est les mêmes acteurs qui sont là-bas, qui sont chez nous. Sauf que ils ne s'entendent pas, la Syrie ne s'entendait pas avec ses voisins. Et même l'Iran qui est son partenaire, l'Iran ne faisait pas frontière avec la Syrie. Vous voyez, la Syrie, c'est entre l'Irak, entre la Turquie, et la Turquie, c'est l'acteur principal de cette histoire-là. Donc, ce que moi je suis en train de dire, il faut d'abord qu'à l'interne, on se comprenne. Et qu'avec nos voisins, on arrive à casser tout. Sinon, aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie, là, ils ont déjà des acteurs ici qu'ils vont soutenir forcément. Parce qu'aujourd'hui, ils sont forts en Syrie et ils vont essayer d'étendre leurs forces. Aujourd'hui, la Turquie qui nous vend des drones pour combattre les terroristes, c'est cette même Turquie qui a aidé ces groupes aussi terroristes à prendre le pouvoir. Il n'y a pas de différence entre les puissances. Tout le monde soutient tout le monde. Les Occidentaux qui avaient peur commencent à ouvrir un peu les yeux. Il faut qu'on sorte dans ça. On dit que Wagner est terroriste. Pour certains, l'armée, c'est la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces qualifications ne comptent pas. Regardez la réalité en face et puis sortons de ça. Moi, je suis du Nord. Je sais ce que ça veut dire l'Algérie. Si l'Algérie décide de soutenir ouvertement ces groupes rebelles, nous, on n'a pas une armée pour gérer ça. Alors, Yacoubé, le Mali continue à subir les effets de la crise libyenne. Mais pensez-vous que l'évolution de la situation en Syrie pourrait inciter les groupes islamistes à renforcer leur action au Mali? C'est quand même inquiétant par-delà le Sahel. Comme ABC l'a si bien évoqué, avec la présence de plusieurs groupes armés, notamment des djihadistes dans cette zone, qui l'occupent depuis un moment, suite à
à la crise au niveau de la Libye. Maintenant, au niveau aussi de la Syrie, ce qui est aussi paradoxal, c'est de fait aussi de voir quand même des pays européens soutenir quand même voilà, des islamistes, surtout le cas de la France, c'est quand même c'est écœurant. Du moment où dans une autre contrée du monde, vous êtes contre à ce niveau parce que vous ne vous entendiez pas avec le président Assad, vous soutenez quand même les groupes armés, c'est quand même dangereux. Et moi, je pense qu'à ce niveau, peut-être les États-Unis aussi pourront jouer un rôle capital dans ça parce que j'ai vu un passage du nouveau président élu aux États-Unis qui disait qu'il n'était pas du tout favorable, c'est-à-dire que du fait de soutenir, c'est-à-dire que ces rebelles sur Assad. Et maintenant, le fait qu'Assad est parti, quelle sera quand même la posture des nouvelles autorités américaines par rapport à tout ça? Parce que leur pays aussi pèse dans les prises de décision par rapport à certaines situations. Donc maintenant, on ose espérer que peut-être la bonne image également qu'ils essayent de véhiculer par rapport également au premier responsable du groupe qui a pris le pays là-bas, qui est un islamiste, même s'ils disent que c'est un ancien islamiste. Moi, à mon entendement, il n'y a pas d'ancien islamiste. Voilà, on ose espérer quand même qu'ils reviennent à la raison au regard du contexte mondial aujourd'hui et faire en sorte que, en tout cas, il n'y ait pas de crise là-bas qui pourra davantage envenimer ce que nous sommes en train d'endurer ici. Au-delà de ce, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, les rapports aussi avec le Sahel, entre la Syrie et le Sahel, imaginez, je l'ai dit, c'est la seule zone où la Syrie, toute la guerre que l'Ukraine, disons, toute la guerre que la Russie mène en Libye, c'est à partir de ces deux bases-là. Et même pour que la Russie puisse venir au Sahel, c'est à travers cette base-là. Tout à fait. Bon, supposons qu'aujourd'hui, la Russie, au début, avant même que le régime ne tombe, la Russie dit que ce sont des terroristes qui veulent faire tomber le régime d'Assad. Aujourd'hui que Assad est tombé, c'est des terroristes, considérons que c'est des terroristes, moi je ne dis même pas des islamistes, c'est des terroristes qui sont à la tête de l'État. La Russie est en train de discuter avec ces terroristes pour conserver sa base. Ses bases, disons. Justement, en parlant de la Russie, on sait que Assad était soutenu par les Russes. Et probablement, cet échec, c'est qu'il a été lâché par les Russes. Est-ce que, quand on essaye de faire un peu la comparaison avec le Mali, la crainte n'est pas là aussi également? Effectivement. Surtout au regard de notre partenaire. Ce n'est pas le Mali seulement, c'est tous les Sahel. Moi, je prends ça globalement, les trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Par exemple, quand on voit, aujourd'hui, ce n'est pas que la Russie a échoué dans cette guerre, parce que la Russie n'a pas combattu. La Russie a fait des frappes aériennes, mais elle a été claire, la Russie ne peut pas ouvrir 2-3 fronts. Je pense que c'est cette stratégie qui a fait que la Russie ne peut plus quitter l'Ukraine pour venir. Même quand Bachar résistait en 2013, il y avait les Wagner là-bas, il y avait les forces de Wagner qui étaient en Syrie et qui ont mené une bonne partie du combat. Mais là, le problème est que c'est quoi? Aujourd'hui, l'armée de Bachar al-Assad, vous réunissez les trois armées du Sahel, ils ne peuvent pas être, comment on appelle ça là, au même niveau. C'est une armée qui était équipée, mais sauf que vers la fin, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de combat parce que c'était une armée démotivée. Il y a le parler de la chute de l'économie dans la première partie. L'économie n'était plus là, les militaires étaient mal payés. Et c'était de la démoralisation. Personne n'allait mourir pour... Et on sent que c'est une négociation, parce que vous voyez que c'est le Premier ministre même qui a transféré le pouvoir. En fait, c'est ce que j'ai dit. Ça arrive un moment où on va vous dire, écoutez, vous êtes obligé de faire ça. Et vous allez faire souvent des COP. C'est pourquoi faisons en sorte qu'on n'arrive pas à ça. Comme on a dit aujourd'hui, on dit qu'on ne va pas en Côte d'Ivoire. Ça arrive un moment où on risque d'aller se coucher ventre plat en Côte d'Ivoire. Quand on est puissant, c'est en ce moment qu'on négocie. Aujourd'hui, l'armée est en situation de force. Les groupes armés, les groupes terroristes qui sont là, ouvrons des fronts, ouvrons la négociation avec et qu'on arrive à l'interne à se comprendre. Les pays limitrophes qui sont censés soutenir ces gens-là, ouvrons les fronts. Si Yalkou soutient des bandits et que moi j'appelle Yalkou, dès que lui et moi on se comprend, les bandits ne seront plus un enjeu. Ça se passe comme ça. Les parrains que vous pensez être soutien de ces groupes-là, discutez avec eux et on trouve la formule. Le président turc l'a dit, et l'Iran même l'a dit, il dit que le président syrien n'a pas voulu vraiment négocier, il n'a pas voulu dialoguer. Et voilà. Avec ces populations, alors qu'il a disposé de quasiment 13 ans pour le faire. Tout à fait. Et voilà, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à ce premier numéro de Point de vue. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau Ami Baba Cissé, directeur de publication du journal Le Figaro et promoteur
de Radio Sahel, et Aboubakar Yalkoué, directeur de publication du journal Le Pays. Grand merci à vous pour vos éclairages sur ces questions. Merci à vous, chers abonnés, pour votre fidélité. À très bientôt pour un autre numéro de Point de vue, l'émission qui vous offre un regard sur l'actualité sous tous ses angles.